Vladimir Poutine remis en selle, disait la grande spécialiste de l'Europe de l'Est tout à l'heure, Sylvie Kaufmann, et il le montre, y compris dans sa puissance nucléaire, Alexia. Eh bien oui, la Russie mise tout sur la dissuasion et évidemment le nucléaire. On regarde ces images du ministère de la Défense russe. Moscou a annoncé avoir testé avec succès un missile balistique intercontinental capable de transporter des ogives nucléaires depuis un sous-marin nucléaire de 4e génération. Poutine, on l'a compris, ne joue pas l'apaisement. Le lancement de ce missile Boulava intervient quelques jours à peine après la révocation par la Russie de sa ratification du traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Et on voit ces images ici, les images du vote à la Douma. Pour rappel, ce traité, pour bien comprendre, il a été ouvert à la signature en 1996, mais n'est jamais entré en vigueur faute de ratification par un nombre suffisant d'États parmi les 44 pays qui détenaient des installations nucléaires au moment de sa création. Depuis quelques semaines déjà, bien Poutine, il avait émis l'idée d'une telle révocation en réponse aux États-Unis qui n'ont jamais ratifié le texte. Voici ce qu'il disait: je ne suis pas prêt à dire si nous devons ou pas reprendre les essais. Eh bien la réponse, elle a été faite ce soir. Les essais ont repris. Alors ça, c'est le discours à l'extérieur et l'agitation nationaliste à l'intérieur. Alors la Russie, elle mise tout sur l'exaltation patriotique. On l'a vu aussi hier. Manifestation aujourd'hui, on le voit sur la place Rouge. Et puis hier, on en a parlé, journée de l'unité nationale avec rassemblement et concert de Chamas, cet artiste ressorti lors de chaque célébration, censé séduire les jeunes et l'opinion publique. Rien n'est laissé au hasard dans ces scénographies de Chaman, comme ce moment du concert. Vous allez voir. Il appuie sur ce bouton rouge qui déclenche un feu d'artifice dans une valise noire. Certains y ont vu également le parallèle à peine dissimulé avec le bouton nucléaire. Poutine travaille sa communication, on l'a compris, et puis il entretient le culte de sa personnalité jusqu'au sein de son gouvernement. Et là, on écoute Peskov. Bien sûr, j'ai réussi, même si vous ne passez pas par une période facile. J'ai eu de la chance dans ma vie, probablement parce que j'ai rencontré mon plus grand professeur, Vladimir Poutine. Et bien sûr, vous ne l'avez pas vu. Vous ne l'avez jamais vu comme je l'ai vu. Il était calme. Vous ne l'avez jamais vu. J'insiste là-dessus. C'est grâce à lui que j'essaie d'être meilleur. Oui, j'essaye, mais je pense qu'il est impossible de rassembler toutes ces qualités, en aucune façon. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est compliqué, mais au moins il nous offre un idéal. Voilà, merci Alexia. S'il est permis de sourire, là il a le faillot d'or évidemment, là c'est difficile de... Un mot de plus sur ce qu'a dit Peskov à cette même manifestation. Il a quand même terminé en disant oui, certains disent, et même ici en Russie, qu'il y a 2, 3 ou 4 sosies de Vladimir Poutine, mais nous, au moins nous, on en est sûr, on n'en a qu'un. Le vrai, le Vladimir Poutine, nous on l'a. Voilà. Plus sérieusement que cela, ce qui est en train de se passer là, ce Vladimir Poutine qui semble reprendre du poil de la bête à tout point de vue, cette image-là, elle est tellement parlante. Il montre, et c'est pas nouveau, mais il insiste en ce moment-là qu'il parle aux musulmans dans son pays, la Fédération de Russie, il y a des millions de musulmans, mais aussi à beaucoup de dirigeants arabes. Dans les dictatures arabes, il y a beaucoup de liens. Oksana. Vous savez, je peux pas regarder, je ne plus regarder Poutine sans sourire parce que tous les réseaux sociaux en Russie et en Ukraine ne parlent que de Vladimir Vassilievitch Poutine. Parce que c'est exactement comme ça que le patriarche de la Russie s'adressait à lui, parce que c'est sosie de Poutine qui vraiment s'appelle Vassilievitch. La rumeur a même circulé, n'est-ce pas, qu'il s'était converti à l'islam. Et dans beaucoup de réseaux, parce que voilà, dans toutes les folies, etc. C'est une rumeur folle, bien sûr, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi, mais qu'on comprenne bien à quel point ce thème-là, il est présent, n'est-ce pas, en Russie. Oui, mais vous savez, ça fait partie de la campagne que la Russie lance maintenant pour avoir la monnaie d'échange avec l'Occident. Parce qu'il paraît que maintenant, il y a les négociations entre Patrushev et les Américains en disant, si vous ne voulez pas que la Russie soutienne la rue arabe, si vous ne voulez pas que la Russie participe à la révélation du monde arabe, on fait l'échange. Israël contre l'Ukraine. Il paraît qu'il y a les négociations pareilles. La puissance nucléaire, vous le rappeliez Alexia, à quel point il rappelle, et ça compte beaucoup dans la crise actuelle, que la réalité du monde, ce monde-là,
qui est le monde sorti de 1945, n'est-ce pas 49, je crois que c'est les 49 où les soviétiques ont eu la bombe, les puissances nucléaires, les vraies grandes puissances historiques, États-Unis, Chine, Russie, France, merci général de Gaulle, et le Royaume-Uni. C'est vrai, on rappelait tout à l'heure cruellement, c'est terrible à dire, mais l'Ukraine, qui d'ailleurs avait rendu ses armes nucléaires, elle s'est fait rouler. L'Ukraine, sur la carte, c'est un petit pays. Est-ce qu'on revient à cette vérité terrible pour les Ukrainiens que quand on est la Russie ou la Chine, personne n'ose trop inquiéter la Chine pour les Ouïghours. Quand on est la Russie, la Chine, c'est difficile d'être bousculé. Oui, bien sûr. Cette guerre en Ukraine est une magnifique publicité pour l'arme nucléaire. Que soit on la détient et on est respecté, ou en tout cas on prend beaucoup de précautions. Incontestablement, soit on ne l'a pas et dans ce cas-là on se fait envahir, soit on ne l'a plus et on se fait envahir. Donc d'un côté comme de l'autre, on se dit tiens, oui c'est pas mal. Le changement, pardon, juste qu'on comprenne bien. Le changement de ton, moi j'étais frappé plus tôt dans cette émission. Tout à coup, des mots arrivaient. Pendant des mois, on a dit Poutine, on ne lui parle pas, mandat d'arrêt international, etc. Logique. Bon. Et tout à coup, on entend des gens dire il y aura un deal, il faudra discuter, discuter avec Poutine. Mais il est en train de gagner. Il est en train de gagner. Quoi ? Il est en train de gagner. C'est-à-dire que le fait même, je suis d'accord avec Darius, le fait même qu'on soit obligé, qu'il y ait des rumeurs, qu'il y ait des bruits de la part d'Américains qui commencent à dire à l'équipe de Zelensky, vous savez, vous n'allez pas pouvoir rester comme ça pendant des mois, peut-être, est-ce que vous ne pourriez pas envisager avec la Russie, avec Poutine ? On va vers une discussion avec Poutine dans les mois qui viennent. Parce que nous sommes trop faibles. On a perdu. Mais ça nous servira de son. Non, les démocraties, nous sommes trop faibles. Si nous avions. Il y a le nucléaire, mais il n'y a pas que le nucléaire. Si nous avions un rapport de force militaire, si nous avions dépensé autant que les Américains depuis 30 ans, on aurait livré en temps et en heure à l'Ukraine, on vous aurait livré les armes, les avions, il y a 2 ans. On ne vous aurait pas mis au compte-gouttes, vous avez perdu avec le peu d'armes qu'on vous a livré. Oksana, laissez répondre Oksana Menchikov. On est trop faible. Laissez-la répondre. Renaud, vous savez, nous avons un proverbe en Ukraine, il faut pas tomber avant le coup de fusil. Bon, il n'y a pas encore de coupe de fusil. Petite précision par rapport des essais nucléaires. Bien sûr que les médias russes disent le succès, mais il n'y a pas de succès. Oui, non, mais ça, mais sur ce que dit Renaud précisément, sur ce que dit Renaud en disant la situation est favorable à Poutine. Il a créé les situations qui pourraient être favorables à Poutine si on va tomber avant le coup de fusil. Mais il faut savoir résister parce que ce n'est fait que ça s'appelle les opérations psychologiques médias. La prochaine fois. Dans le média, il a créé cette atmosphère, mais dans la réalité, elle est différente. Et je peux vous dire ce qui se passe sur le front aujourd'hui. Je peux vous dire qu'est-ce que Zaloujny voulait dire dans son article. On reviendra en détail dans tout ça, mais ça veut dire quoi, aider? Ça veut dire des avions tout de suite, par exemple? Non, ça veut dire croire à tout ce que les Ukrainiens racontent. Il faut vraiment regarder réellement sur les fautes qui étaient commises. Parce que le général Zaloujny, il a reconnu ses propres fautes, mais il faut aussi apprendre que les fautes qui étaient faites par l'Occident. Il a écrit son article en disant nous avons maintenant devant le choix, soit la guerre, soit en position, soit on va largement y revenir. Juste une question pour rebondir sur ce que vous disiez. Vous disiez c'est la publicité du nucléaire, ce qui se passe aujourd'hui. Là, c'est un peu la fiction, on se projette. Mais si l'Ukraine avait été dotée, est-ce que vous pensez que la Russie se serait comportée de la même façon? Est-ce qu'elle serait intervenue sur le territoire? Est-ce que tout ce qu'on vit aujourd'hui n'aurait jamais existé? Jamais, bien sûr. Non, c'est évident. Il y aurait eu une confrontation, incontestablement, mais elle aurait pris d'autres formes. Les puissances nucléaires peuvent se friter un petit peu, se confronter. On a pu aller très loin entre l'URSS et la Chine, où on était vraiment à 2 doigts d'un conflit nucléaire, véritablement. Mais sinon, non, on est extrêmement prudent quand on s'adresse à une puissance nucléaire. Aniva. Oui, sur le fait que Poutine a peut-être gagné. Il a gagné dans le sens où on est davantage en train de parler, d'illustrer sa vision du monde multipolaire. Vous vous souvenez, Poutine parle tout le temps du monde multipolaire. Et cette guerre au Moyen-Orient lui donne raison, parce que quand les États-Unis soutiennent Israël, eh bien lui, il soutient la Palestine. Et pour lui, c'est ça l'illustration du monde multipolaire. Et toutes ces manifestations pro-palestiniennes dans le monde entier, Poutine est à 2 doigts de penser que ce sont des manifestations qui le sacrent lui comme leader de ce monde multipolaire qui n'a qu'un seul ennemi, finalement, les États-Unis. Bernard-Henri Lévy dit assez justement le monde multipolaire. En réalité, c'est le monde multipolaire
des dictatures, de Xi Jinping, d'Erdogan, etc. Veut prendre la tête. Et de jouer. Absolument, dont il veut prendre la tête et dont il estime que cette guerre en Ukraine, qu'il n'a encore pas gagnée, mais qu'il a commencé, l'aide à prendre la tête de cette Et il faut qu'on atterrisse sur cette réalité. Nous, l'Occident, il faut qu'on atterrisse. Parce qu'effectivement, le monde multipolaire, c'est un monde de dictatures qui n'ont pas à s'occuper de leurs opinions, de savoir si leur peuple mange bien, de savoir si leurs hôpitaux sont bien équipés. Ils ont à s'occuper de rien, les dictatures. Nous avons, pendant ce temps, nous avons la réforme des retraites, nous avons, il y a 3 ans, les gilets jaunes, en Allemagne, vous avez des problèmes, en Italie. Mais si on continue comme ça, pardonnez-moi, au XXIe siècle, nous allons être bouffés tout cru. On voit déjà depuis 2 ans à quel point Poutine a osé, on était tous là, il n'osera jamais, il a osé. Le Haut-Karabakh, ils oseront jamais. Ils ont osé avec les Arméniens. Mais si on continue comme ça, sans dépenser plus, alors voilà, pas qu'on reparle du service militaire, mais il va falloir que sur les dépenses militaires, on hausse le niveau de jeu, je vous le dis. Écoutez Vladimir Poutine qui se vante d'avoir fait le choix qu'il fallait de son point de vue en février 2022. On disait à l'époque, il n'osera pas. Oui. Il a osé et on en est là aujourd'hui. Écoutez-le. Если бы вы знали, как все это будет, вы бы приняли это решение 24 февраля или нет? У нас другого выбора не было. Спасибо большое. Спасибо. Voilà, ce Poutine qui pavoise à bien des égards. Si on resserre un peu les choses, Guillaume Roquette, vous disiez il a gagné. Attention, qu'est-ce qu'il a gagné ou non? Tenir Kiev, il a perdu. Ça a été un immense échec pour les Russes. En revanche, l'Ukraine n'est pas dans l'OTAN. Et tant que la guerre se poursuit, et elle peut se poursuivre longuement comme ça, comme une longue plaie qu'on a vive sans arrêt, l'Ukraine est empêchée d'entrer dans l'OTAN. Et ça, pour l'Ukraine, c'est gravissime. C'est la question. Et l'UE. Et l'Union européenne, mais on parlera des conditions. Oui, mais ça, vous aurez les deux paroles. C'est l'acquis de moyen terme pour Poutine. Mais l'acquis de court terme, c'est qu'il a agrandi le territoire de la Russie. En fait, c'est une guerre, un peu comme quand la France récupérait l'Alsace-Lorraine, sauf qu'évidemment, ça faisait moins de débats à l'époque. Mais le premier gain, il est là. C'est un gain territorial. Et depuis 6 mois, les Ukrainiens ont essayé avec cette contre-offensive de reprendre ces territoires et ils n'y arrivent pas. Et en fait, c'est en ça que le conflit israélo-palestinien ou israélo-hamas sert Poutine, c'est qu'il y a une sorte de banalisation du coup de force. C'est-à-dire que les frontières ne sont plus des sanctuaires. Pourquoi est-ce que l'Ukraine n'a plus de bombes atomiques? Parce qu'en 1994, c'était le mémorandum de Budapest, on avait dit aux Ukrainiens, écoutez, qui venaient de prendre leur indépendance, je parle sous contrôle d'Oksana, mais il y en avait partout des bombes nucléaires en Ukraine, forcément, puisque c'était eux qui étaient le plus proche de l'Ouest. Énormément même. Et on a dit aux Ukrainiens, écoutez, vous les enlevez, vous les rendez aux Russes, mais en échange, on vous garantit vos frontières. Et on n'a pas garanti les frontières. Il y a cette parole, il y a la fameuse maxime de Thucydide, la crainte mutuelle est la meilleure garantie d'un accord. Est-ce qu'on en est là? Est-ce que le trouillomètre est de cette sorte-là? On rappelle par exemple qu'on a peur de Erdogan au point où on le laisse occuper une partie de Chypre et on est d'une lâcheté totale face à lui. Est-ce que ce point de la lâcheté est arrivé face à Poutine, où une partie des chancelleries occidentales risque de dire « il va falloir composer avec Poutine ». Mais vous savez, tout ce qui se passe en Israël, c'est le prix de lâcheté de l'Occident par rapport de l'Ukraine. Regardez, 2 porte-avions américains qui apparaissent dans la Méditerranée calmaient tout de suite Hezbollah et tout le reste, n'est-ce pas? L'Iran. Et voilà. Il suffit, c'est ce que nos experts militaires disent, il suffit que le 24 février, l'OTAN appelle tous les membres en disant on va faire une réunion par rapport de la faisabilité ou possibilité d'application de l'article 5, les Russes reculeraient tout de suite. Et à l'appui, regardez Oksana, à l'appui de ce que vous dites, on l'apprend à l'instant, exactement dans le fil de ce que vous déclarez, le Pentagone annonce qu'un de ses sous-marins nucléaires est arrivé dans la zone de responsabilité du commandement central américain qui couvre le Proche-Orient. C'est le nouveau sous-marin de classe Ohio, le plus grand de la marine américaine, équipé de missiles balistiques qui constituent un élément clé de la force de dissuasion nucléaire des États-Unis. Voilà. C'est effectivement fascinant de voir à quel point là, pour Israël, les États-Unis vont très vite, très fort, alors que quand l'Ukraine, au début, demandait la fameuse no-fly zone, tous les Occidentaux ont dit « Ah, désolé, ça c'est impossible. Voilà, » c'est pour ça que l'Israël est arrivé. Et petite rectification par rapport de l'OTAN. Pendant la pause informationnelle sur l'Ukraine, sur vos chaînes, il se passait une chose incroyable. Il y avait une réunion de l'OTAN. Tous les membres de l'OTAN, ils ont voté
pour adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc la décision est déjà prise. Il n'y a personne contre. Maintenant, elle n'est pas encore dans l'OTAN, pardon, ni dans l'Union européenne, hélas, ni dans l'OTAN, de votre point de vue. C'était prise. Vous êtes déjà dans l'OTAN. Vous êtes la première à annoncer. Je vous taquine, mais hélas, c'est pas drôle. Ils ont tous voté pour, tandis qu'avant, il y avait quand même les contradictions. Qu'on comprenne bien là ce qui se passe ici, quand très justement Oksana Melnichuk dit en réalité les États-Unis se sont maniés, si j'ose dire, vraiment là, comme ils ne l'ont pas fait pour l'Ukraine, est-ce que c'est vrai? Oui, mais non, mais rappelez-vous qu'une des déclarations de Joe Biden, c'était il n'y aura jamais. Il n'y aura jamais de boots on the ground, il n'y aura jamais de soldats américains en Ukraine. Oui. Avant. Donc on est dans une position complètement inverse. Et ils sont déjà moins catégoriques pour Israël, puisqu'ils ont déjà dit qu'ils peuvent envoyer des hommes au sol, etc. Non, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que, on aurait pu, effectivement, on appelle ça la tactique du piéton imprudent. Quand, en 1983, le gouvernement du Tchad nous dit, voilà, on est menacé par la Libye, dans la foulée, dans les jours qui ont suivi, la France a déployé des forces au milieu du Tchad et a dit maintenant, ok, voilà, qu'est-ce que vous faites? Si vous allez plus loin, c'est la guerre avec nous. On aurait pu très bien imaginer, il n'y avait rien, il suffit que le gouvernement ukrainien le demande. Et on aurait pu déployer immédiatement des forces. Donc on a manqué de volonté, on a manqué de courage. La désunion politique européenne sur laquelle tablait Vladimir Poutine depuis le 24 février. Il faut le souligner, on y reviendra. 6 mois sur le gaz à convaincre les Allemands. 6 mois on a mis le pétrole. Et toujours pas